Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au microbiote et à la santé. Je vais vous proposer de comprendre les principaux rôles du microbiote et vous allez voir qu'ils sont très nombreux et vous comprendrez comme ça à quel point ce microbiote est indispensable pour avoir une bonne santé. Vous avez peut-être entendu parler parfois de gens qui prennent du poids, simplement parfois en regardant les aliments. Ils vous disent ouais, je mange très peu, mais je prends du poids. Et vous dites, bah non, c'est pas possible. Et bien en fait, si, c'est possible. C'est possible parce que ça vient du microbiote lui-même. En fonction de votre microbiote, vous pouvez devenir obèse ou pas. C'est pas la seule cause, mais c'en est une. On a montré par exemple qu'il existait des jumelles. En 2013, il y a une étude publiée là-dessus qui est assez célèbre maintenant. Deux jumelles qui avaient les mêmes gènes donc, mais qui avaient un phénotype discordant. C'est-à-dire que l'une était obèse et l'autre était mince. Et on a regardé leur microbiote et là, bingo, on a vu une énorme différence. Voilà. Alors je vais vous la dire, cette différence. Mais auparavant, il faut que je vous rappelle un petit détail. Il faut qu'on regarde la structure de l'intestin lui-même. Alors que ça soit l'intestin grêle ou le gros intestin, c'est pareil. À l'intérieur de ce tube, on a une lumière, c'est-à-dire un trou. On dit lumière parce qu'au microscope, on voit la lumière du microscope. Donc on dit lumière. Et cette lumière, elle est pleine de bactéries. Là. Ces bactéries restent à l'intérieur de la lumière, elles ne sortent pas. Okay ? Donc c'est le milieu extérieur protégé dont je vous parlais tout à l'heure. Tiens d'ailleurs lui je vais l'enlever parce qu'il nous gêne. Bon voilà, on voit mieux. Alors en contact avec cette lumière, on a toute une paroi du tube là, composée de cellules épithéliales. Et la surface est immense là, on a plus de 300 mètres carrés de surface de contact entre les bactéries et les cellules épithéliales de notre corps. Parce que cette surface est hyper repliée. Donc on échange énormément avec les bactéries, là comme ça. Et certaines bactéries produisent des acides gras chaîne courte en jaune, là, c'est ces petits points qui sont là, et peuvent communiquer avec des cellules de type endocrine qui se trouvent enchâssées dans la paroi du côlon par exemple. Et ces cellules endocrines, c'est quoi? C'est des cellules qui produisent des hormones, comme des peptides endocrines. Et ces peptides vont dans le sang, qui se trouve juste là à côté, hein, il y a plein de vaisseaux sanguins là, communiquent avec le corps et disent au cerveau d'arrêter de manger. Voilà. Ça fonctionne comme des hormones de satiété. Et ça, c'est une découverte tout à fait étonnante. En fait, les bactéries sont capables de vous dire d'arrêter de manger et donc ont un effet bénéfique sur la santé. C'est-à-dire évitent des pathologies métaboliques comme l'obésité. Et alors là, pour vraiment s'en assurer, on a fait des expériences tout à fait étonnantes sur des souris. Alors on a pris des souris qu'on appelle axéniques. Qu'est-ce que ça veut dire axénique? Ça veut dire qu'elles n'ont pas d'être étrangers en elles. Xénos, ça veut dire étranger. Axénique, c'est sans corps étranger. Ce sont donc des bactéries stérilisées. Dès la naissance, on les prend et on les met dans des bulles pour pas qu'elles soient en contact avec des microbes. Ces souris axéniques, quand on leur donne à manger, même du gras, elles restent minces, tout le temps. Par contre, si on leur transfère un microbiote de personnes obèses et qu'on leur donne des aliments gras, elles deviennent obèses. D'accord ? Mais par contre, si on leur greffe du microbiote d'un humain mince, qu'on leur donne du gras, elles restent minces. Ça veut dire que le microbiote est responsable du phénotype obèse ou non obèse. D'accord ? Et du coup, ça veut dire qu'on a en nous des bactéries qui nous permettent de ne pas devenir obèse et qui ne sont pas là si on devient obèse. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, l'intérêt, ça serait de savoir lesquels, parce que voilà. Alors bien sûr, on a fait l'étude et on sait. C'est ce groupe-là, Akkermansia, et en particulier l'espèce Municiphylla, est l'espèce qu'on trouve chez les personnes non obèses, qui fabrique notamment du butyrate, qui participe à la satiété et évite d'être obèse. Et donc, si on a cette bactérie en nous, on a peu de chances d'être obèse. Si on l'a pas, on a toutes les chances de le devenir. Voilà. Et c'est donc ça, c'est tout à fait fondamental. Alors bien sûr, je sais ce que vous pensez, vous dites, bah alors on n'a qu'à se le prescrire en pilule, ça. Oui, mais c'est pas aussi simple parce que les autorités de santé n'ont pas validé ça comme médicament. Donc pour l'instant, c'est juste des sujets d'étude, d'accord ? Et par ailleurs, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Si je vous donne ça, ça va marcher le temps que la bactérie se maintient. Mais comme vous avez un microbiote déséquilibré, il n'est pas dit du tout qu'elle se maintienne. Et si elle ne se maintient pas, vous allez redevenir obèse. Et du coup, ça ne va pas marcher. Ok ? Parce qu'il y a une raison pour laquelle les personnes ont ça ou ne l'ont pas. On va en reparler, hein, mais c'est la gestion du microbiote sur la durée de la vie, ça. Okay. Bon, on a parlé du métabolisme. Maintenant, on va faire un tour au niveau de l'immunité. L'immunité, le système immunitaire, c'est le système de la défense.
Moi, quand je faisais mes études, on ne me parlait jamais de ça. Pour moi, on me disait que l'immunité, c'était la défense des cellules du soi contre les cellules du non-soi. Mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça. En réalité, les cellules immunitaires, comme cette cellule bleue qui est là, qui est aussi dans l'épithélium, là, elle est en permanence en contact avec des bactéries et des productions de bactéries. Et elle apprend à gérer ce qu'on appelle la tolérance. Alors ça, c'est indispensable. La tolérance, c'est le fait pour une cellule immunitaire de ne pas faire une réaction inflammatoire dès qu'elle voit un corps étranger, parce qu'elle apprend à se dire « oui, mais ça, en fait, c'est pas des bactéries mauvaises ». D'accord ? Alors, il y a des mécanismes chimiques derrière, là, je le dis avec les mains, mais en gros, les cellules immunitaires doivent être éduquées, et ça prend 2-3 ans, au tout début de la vie, pour ne pas faire des réactions inflammatoires trop violentes. D'accord ? Pour ça, il faut notamment avoir beaucoup de firmicutes. On a remarqué que les firmicutes étaient anti-inflammatoires. Au contraire des protéobactéries, par exemple, qui généraient des inflammations chroniques et qui provoquent donc des douleurs, mais plus que des douleurs, carrément des diabètes de type 2. Alors quel est le lien ? En fait, c'est tout simple. Si vous avez un déséquilibre au niveau des bactéries, là comme ça, avec trop de protéobactéries notamment, votre épithélium va se déstructurer. Il va perdre son film de protection. Ce film de protection, ce qu'on appelle un biofilm, il est fabriqué par les firmicutes notamment. Là. Si ce biofilm disparaît, alors à ce moment-là, l'épithélium va devenir poreux et les bactéries vont pouvoir envoyer des molécules à l'intérieur de votre corps. Ça va commencer à générer des inflammations très importantes. Et il y a un organe qu'il ne faut pas inflammer, mais il s'enflamme dans un cas comme ça. Et l'inflammation du foie, il s'agit du foie, provoque sa résistance à l'insuline. Et un foie qui résiste à l'insuline, il ne stocke plus de glucose. Et ça, c'est l'origine du diabète de type 2. Donc voilà une des causes du diabète de type 2. D'accord ? Alors, c'est pas la seule, le diabète de type 2, il est aussi généré par des causes génétiques. Mais le microbiote peut être à l'origine d'une inflammation du foie qui provoque un diabète non insulino-dépendant, donc un diabète de type 2. Voilà. Bon, il y aura plein de choses à dire aussi sur l'immunité, mais je ne vais pas trop développer. On va s'intéresser maintenant au problème du comportement. Alors ça aussi, c'est complètement incroyable. Les souris axéniques, comme ça, donc totalement stérilisées, elles n'ont aucune peur, aucune anxiété. Vous les mettez sur un labyrinthe comme ça, et il y a un trou en bas, mettons d'1 mètre, et ben elles y vont, elles sautent et elles meurent. Ces souris n'ont pas de peur. Elles prennent pas de poids, mais par contre elles sont rachitiques, elles ont des os qui ne se renouvellent pas bien. Et du coup, en n'ayant pas d'anxiété, en fait, elles sont en danger en permanence. Et ce qu'on a appris comme ça, c'est que le microbiote, ça servait en réalité à gérer votre anxiété et à vous rendre méfiant vis-à-vis de certains dangers. Vous en êtes rendu compte ça parce que si je vous sers par exemple un plat avec des oranges, qui normalement devraient être oranges, mais elles sont toutes moisies et remplies de bleu, de champignons et tout ça, vous ressentez quelque chose qui ça va pas et ça vient du ventre. Et en fait ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Oui, le deuxième cerveau, on en entend beaucoup parler sans savoir ce que ça veut dire. Le deuxième cerveau, c'est un ensemble de neurones qui se trouvent là au niveau du ventre. On les voit, c'est mes petits filaments, là ici, des petits axones en jaune, ou des dendrites. Ces dendrites, là, en l'occurrence, communiquent avec des molécules bactériennes là, qui passent à travers l'épithélium, comme ça. Elles les ressentent, ces molécules, par contact chimique, okay, et elles informent, via le nerf vague, le cerveau. Et c'est pour ça que votre cerveau est en contact en permanence avec des informations qui viennent de votre ventre. Voilà. Et ça, on le ressent tous. Là, c'est la rentrée scolaire. Il y a 2 semaines, on a fait la rentrée scolaire. J'ai senti du stress, j'arrivais plus à manger. Comment ça se fait que le stress, ça m'empêche de manger ? Eh bien, c'est parce que c'est lié. Voilà. Et le microbiote est perturbé en cas de stress. Et c'est pour ça qu'on tombe malade quand on stresse et quand on a, par exemple, une rentrée scolaire. C'est pour ça que je milite pour qu'il n'y ait plus de rentrée scolaire depuis très longtemps. Au niveau du comportement, on sait aujourd'hui que l'autisme est une maladie qui est en partie due au microbiote. En effet, il y a 100 ans, il n'y avait quasiment pas d'autistes, notamment en France par exemple. Aujourd'hui, il y en a énormément. Pourquoi ? Eh bien, ça vient sans doute d'un déséquilibre en bactéries. Parce que ces bactéries gèrent notamment le métabolisme de la dopamine, de la sérotonine, via le propionate qui est un acide gras insaturé. Et en cas de déséquilibre au niveau du microbiote, on risque de développer une maladie comme l'autisme. Donc, les rôles du microbiote sont très nombreux et en réalité, aujourd'hui, les voies pour la médecine de demain vont passer par là. Quasiment toutes, en réalité. Et du coup, vous allez me dire, mais alors comment on fait pour soigner avec le microbiote ? Parce que si j'ai pas telle ou telle fonction, ça serait bien qu'on puisse me le changer. Comment on acquiert son microbiote, au fait ?
Eh ben, c'est très simple. Sur ce graphique, je vous l'ai représenté là, ici. Quand vous êtes conçu dans le ventre de la mère, vous êtes stérile. Vous êtes stérile, ou stérilisé, si vous préférez, jusqu'à la naissance. Dès la naissance, vous attrapez quelques bactéries. Comment? Eh ben, dans le vagin de la mère. Dans le lait de la mère, par exemple, qui est plein de lactobacilles. Et ça, c'est des très bonnes bactéries qui produisent du lactate, qui est très bon comme antibiotique. Par contre, c'est pas bon au niveau de la bouche, le lactate, parce que ça provoque des trous et qui génèrent parfois des caries. Dans tous les cas, si un enfant naît par césarienne, aujourd'hui, on a tendance à lui mettre des petits badigeons de sécrétion vaginale de la mère pour que l'enfant puisse avoir un peu son microbiote. Sinon, il n'en a pas et il est plus en danger qu'un autre. Donc, à la naissance, les premiers microbes commencent à vous envahir sur le corps, sur la peau, mais aussi en vous à l'intérieur dans le tube digestif. Pendant 3 ans, ce microbiote se développe. Ensuite, on a stabilisation. Donc en gros, on a 1000 jours pour fabriquer un microbiote. Et après, il va rester toujours le même. On dit qu'il est résilient. Alors pourquoi il est résilient? Tout simplement parce que une bactérie peut donner 50 milliards de bactéries en moins d'une journée. Ça veut dire que si vous tuez des bactéries de votre microbiote, mais qu'il en reste quelques-unes, dès le lendemain, vous pouvez avoir refabriqué le stock. D'accord? Et du coup, toute la vie, vous gardez votre microbiote. Quand vous prenez des antibiotiques, évidemment, le microbiote prend une claque. Des milliards de bactéries disparaissent. Des bonnes comme des pas bonnes. D'accord? Mais, en général, tout redevient dans l'ordre après. Alors, pas totalement. On a montré que la prise d'antibiotiques, c'est vraiment pas bon, parce que certaines populations bactériennes n'arrivent pas à revenir. C'est pour ça qu'on prend des probiotiques. Alors, les probiotiques, ce sont des bactéries comme Lactobacillus, ou les Bifidobacterium, par exemple. Voilà. Ça, c'est les probiotiques qu'on vous donne en pharmacie, prescrits par le médecin en général, et ça vous permet de refabriquer une flore microbienne plus rapide. Alors, par contre, il ne faut pas confondre avec les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est des aliments qui permettent de nourrir votre flore intestinale. Et il faut toujours que votre flore intestinale ait des aliments à manger, parce que sinon, c'est vous que les bactéries vont manger. Donc il faut éviter le jeûne, surtout un jeûne prolongé. Ne pas manger pendant plusieurs jours, c'est pas bon, parce que les bactéries vont manger ce qu'elles ont sous la main, et ben c'est votre corps. Donc ça, il faut éviter. Voilà, et alors au cours de la vie, tout se maintient jusqu'à un certain âge où on atteint une perte de diversité. On a montré qu'après 60-70 ans, les firmicutes en particulier ont tendance à diminuer dans le corps, on ne sait pas pourquoi. Et elles sont remplacées parfois par des protéobactéries qui sont des bactéries qui provoquent des inflammations chroniques. Et c'est pour ça que les douleurs augmentent quand on vieillit. Voilà. Alors ça serait bien de résoudre ça. En effet, la médecine de demain, c'est sûr que son but, ça va être de maintenir un microbiote de personnes de bonne santé tout au long de la vie. Alors c'est pas évident parce que chacun a son entérotype, chacun a son microbiote, mais on sait qu'il y a des personnes en santé là, dont le microbiote, si on transfère à des personnes qui ont des soucis de santé comme des allergies au gluten en particulier, qui ont Clostridium difficile, et ben ces personnes-là peuvent être soignées. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à le faire, vous allez me dire. Oui, mais il faut passer par les autorités de santé, il faut valider les médicaments, et ça, on n'est pas encore tout à fait prêt à le faire. Mais c'est l'avenir, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Bon, écoutez, vous en savez, je pense assez sur le microbiote et la santé. Sachez maintenant que vous n'êtes plus tout seul à vous battre contre des microbes et tout ça, à manger. Vous êtes en réalité nombreux, chacun, là. Vous pouvez estimer que vous êtes environ 7 à 8 fois plus que ce que vous pensiez jusqu'à aujourd'hui. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.